La Cour pénale internationale de justice de La Haye donne raison au Burkina Faso à propos du conflit frontalier qui l'opposait au Niger. Nous entendrons tout à l'heure la réaction du ministre en charge de l'administration territoriale, Jérôme Bougouma. Vers une nouvelle politique sanitaire pour la ville de Ouagadougou, le Premier ministre Luc Adolphe Tiao a rencontré les acteurs de la santé pour échanger sur la question. Et puis le ministère en charge du commerce s'érige contre le développement anarchique des points de vente de carburant. Les vendeurs illicites de la ville de Bobo-Dioulasso en ont fait les frais. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Depuis quelque temps déjà, le Burkina Faso et le Niger avaient un différend frontalier. Les deux pays avaient décidé de résoudre le conflit devant la Cour internationale de justice de La Haye. Après de longs mois de procès, la Cour a enfin rendu son verdict. Le Burkina Faso sort vainqueur de ce procès. Depuis Paris, Jérôme Bougouma, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, réagit par rapport à ces jugements. Il est au téléphone avec Adjima David Tchombiano. Pour ce qui concerne le verdict, le point essentiel à retenir, c'est que pour ce qui concerne le droit applicable, c'est-à-dire les matériaux avec lesquels la Cour a décidé de matérialiser la frontière, c'est la position de Burkina qui a été adoptée. C'est-à-dire prendre en compte les textes coloniaux et en cas de difficulté d'interprétation, c'était la carte IGN, c'est-à-dire Institut géographique national de France, de 1960. C'est cette position que nous avons toujours soutenue et la partie adverse souhaitait qu'on prenne en compte aussi les effectivités. Et heureusement, en tout cas pour nous, la Cour a suivi la position que la méthodologie de travail qui a été proposée. Sur cette base, il y a un tracé qui a été fait avec des coordonnées géographiques précises et le Burkina est parfaitement satisfait donc du résultat. Quels sont vos sentiments après ce verdict? Le sentiment, c'est un sentiment donc de satisfaction pour d'abord mon pays, parce que le président du Faso a toujours, dans sa recherche de bon voisinage, de paix, a toujours privilégié donc ces solutions juridictionnelles. Et nous sommes donc fiers que cette solution soit en plus favorable, en tout cas, et répond largement à nos attentes. C'est vraiment beaucoup de fierté et nous voulons remercier les plus hautes autorités et surtout aussi l'équipe technique nationale. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des Burkinabés, l'Institut géographique, l'université, les ministères de la Justice, Affaires étrangères, MATIDES bien sûr, et plusieurs ministères, plusieurs Burkinabés se sont mobilisés pour appuyer nos avocats et qui ont donc obtenu ce bon résultat. Justement, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité a organisé le 11 avril dernier à Bobo-Dioulasso une session de formation sur la gestion des frontières. Les autorités administratives et les chefs des services techniques déconcentrés étaient concernés par cette session de formation. L'objectif est de renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion des frontières du Burkina. Reportage Achille Kabouri. Le Burkina Faso partage 3615 km de frontières avec 6 pays. Issus de l'époque coloniale, ces frontières ont été imposées dans l'ignorance des réalités socio-économiques et culturelles et sont souvent source de conflits. C'est dans le souci de maintenir des relations de bon voisinage et de coexistence pacifique que se tient cette session sur la gestion des frontières au profit des autorités administratives et des chefs de services techniques déconcentrés. Il s'agirait concrètement donc de dispenser des modules de formation qui vont porter sur différents domaines, et notamment la sécurité, la gestion des ressources naturelles partagées, la gestion de la transhumance. Il y a également un module qui va présenter la frontière pour permettre donc aux autorités de connaître les frontières, notamment avec l'appui des cartes topographiques.
et puis également un module sur la coopération administrative frontalière. Cette démarche vise à renforcer les capacités des structures publiques frontalières et répond à la nouvelle dynamique du gouvernement burkinabé en matière de frontières qui veut faire de ces zones des pôles intégrés de développement socio-économique et culturel, moteur de l'intégration des pays par l'intégration des peuples. C'est ce matin que l'artiste musicien Jean-Claude Bamogo a été inhumé à Yako, sa ville natale. Avant cette étape, une veillée funèbre et une soirée culturelle ont été organisées pour rendre hommage à l'artiste. De nombreuses personnalités ont assisté aux obsèques de celui qui a contribué à valoriser et à promouvoir la musique burkinabé à travers le monde. Reportage Sié Sylvestre Da. C'est à Yako, dans les Passorés, que Jean-Claude Bamogo a été enterré ce mardi matin, conformément à ses dernières volontés. Il a été conduit à sa dernière demeure par des centaines de personnes. Cette mobilisation a été remarquable dès les premières heures de l'annonce du décès de Jean-Claude Bamogo au matin du dimanche 14 avril et est allée croissante et remarquable, surtout au domicile du défunt au secteur 7 de Ouagadougou. Dans la soirée du lundi 15 avril, une veillée funèbre a réuni autour de la dépouille mortelle, aux côtés de la famille éplorée, de nombreux artistes de toutes les générations. Cette veillée conduite par les frères en Christ du défunt, à travers prières, chants, louanges et adorations, a vu la participation des parents, amis et connaissances, des autorités coutumières, religieuses et politiques. Un moment de recueillement et de témoignage. Perdre quelqu'un comme Jean-Claude Bamogo, qui est un grand homme de la culture burkinabé, c'est sans doute en quelque sorte une partie de notre patrimoine vivant qui s'éteint. Mais je pense qu'il a laissé un héritage extraordinaire. Aujourd'hui, ma présence traduit toute la reconnaissance du gouvernement, toute la reconnaissance du chef de l'État, son Excellence Blaise Compaoré, pour ce qu'a été ce grand artiste, très discret, mais qui a beaucoup apporté à notre culture. De par sa voix, il a contribué à égayer des populations. De par sa voix, il a contribué à éduquer les Burkinabés. Et de par sa voix, il a fait connaître le Burkina à travers les différentes frontières. De par sa langue nationale, tantôt en français, je pense qu'il laisse un lourd héritage et que nous saurons préserver. C'est une bibliothèque. Il a beaucoup fait pour ce pays en matière de culture. Je ne pense pas avoir menti en déclarant cela, parce que je sais l'État, très reconnaissant, l'avait fait officier des arts burkinabés. Parallèlement à la veillée funèbre, une soirée culturelle a été organisée à la Maison du Peuple de Ouagadougou par les artistes burkinabés. Une manière pour eux de rendre hommage à Jean-Claude à travers chants, danses et reprises des différents titres du défunt. C'est un artiste et en tant qu'artiste, nous voulons que les gens sachent que c'est un artiste qui s'en est allé. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ici pour chanter, pas dans la joie, mais dans le respect et dans le recueillement, parce que nous savons que c'est ce qu'il aurait voulu que nous fassions. C'était un monsieur qui aimait vraiment s'approcher des problèmes aussi des autres. Je me rappelle qu'une fois quand je suis allé, il n'y a pas longtemps, je suis allé le voir pour qu'il vienne assister à la rue qu'ils ont donnée à mon père. Malgré qu'il ne se sentait pas trop, il a grouillé pour venir. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà, ça m'a beaucoup touché et aujourd'hui, vraiment, j'ai perdu pour moi un père. Aux environs de 9h ce mardi 16 avril, la dépouille mortelle arrivée à Yako, escortée depuis Ouagadougou, et la mobilisation n'a pas faibli, bien au contraire. Au domicile paternel du défunt, on donne l'occasion aux populations de rendre un dernier hommage à l'artiste. L'oraison funèbre est dite à l'église de l'Assemblée de Dieu, à quelques mètres du domicile familial. À travers les témoignages, on comprend alors que c'est cette église qui a permis la conversion de l'artiste. Et c'est ici qu'il menait ses activités de foi quand il est à Yako. Je suis le premier fils de notre père et Jean-Claude Bamogo est le 7e et le dernier. C'est triste de le perdre, mais c'est la volonté de Dieu.
Je me réjouis tout de même qu'il ait accepté le Christ dans sa vie avant de mourir. Mais en même temps, ce n'est pas une perte, parce qu'il a semé beaucoup de graines et les graines ont poussé et les graines vont toujours continuer à pousser parce que c'est quelqu'un qui ne faisait que du bien. De l'église, Jean-Claude Bamogo est conduit à sa dernière demeure. C'est dans sa propriété de Yako que Jean-Claude Bamogo repose désormais. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Jean-Claude Bamogo était âgé de 65 ans. C'est une démarche vers une nouvelle politique en matière de santé pour la ville de Ouagadougou. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw s'est entretenu aujourd'hui avec les acteurs du domaine de la santé. La couverture sanitaire de la capitale était le point d'orgue des échanges. Reportage Estelle Judith Assogba. La population de Ouagadougou croît d'année en année, mais malheureusement, les structures sanitaires, elles, évoluent en dents de scie. Le constat est du ministère de la Santé. Il faut alors définir une nouvelle politique de santé pour la capitale. D'où cette rencontre des acteurs de la santé avec comme président de séance le chef du gouvernement lui-même. J'ai souhaité mettre en place un groupe de réflexion pour que nous puissions donc justement mener une réflexion holistique et systémique. C'est-à-dire que ne plus voir les questions bout par bout. Alors donc il faut que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé se retrouvent pour que nous puissions réfléchir ensemble pour voir quel type de formation sanitaire il nous faut. Aujourd'hui, il y a l'hôpital Yalagado Wado, par exemple, vous savez, qui date depuis les années 59. Est-ce que cet hôpital répond encore vraiment aux objectifs pour lesquels il a été créé? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une formation sanitaire plus importante? Yalagado prend 1000 lits. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas réfléchir à un hôpital qui peut prendre 2000 lits? Est-ce que nous n'allons pas réfléchir à ce qu'il y ait des hôpitaux de district? Et au niveau donc, par exemple, de la capitale, on va essayer de découper la capitale en plusieurs districts. Et au niveau de chaque district, on crée notre... En se rendant à cette rencontre, le ministère en charge du secteur avait déjà des propositions. Des propositions qui visent à créer des structures de soins qui répondent aux besoins de la population actuelle. Nous disons, même si on considère des structures de soins, s'ils ne sont pas fréquentés comme nous voulons qu'ils soient fréquentés, ça va nous poser tous des problèmes. C'est qu'on a défini un premier niveau de soins, le niveau de contact avec les populations, où on voudrait que les populations aillent préférentiellement. On a défini un deuxième niveau de soins, le niveau qui fournit des soins un peu plus élaborés aux populations. Et on a défini un troisième niveau de soins qui est constitué essentiellement des CHU, où après ces structures-là, on ne peut aller qu'en évacuation sanitaire à l'extérieur du pays. D'autres propositions ont été également évoquées lors de cette rencontre. Il s'agit principalement du renforcement des infrastructures sanitaires, de la spécialisation des agents dans la prise en charge de certaines pathologies et d'une meilleure collaboration entre les structures sanitaires privées et publiques. Béon Luc Adolphe Thiaw a pris bonne note de toutes ces esquisses de solutions et séance tenante, il a instruit le ministre de la Santé à mettre en place un comité d'une 15aine de personnes. Un comité qui sera piloté par le professeur Rambré Moumouni Wimenga et aura pour mission de proposer des solutions qui seront soumises à l'appréciation des membres du gouvernement. Le Premier ministre a reçu en audience cet après-midi la vice-présidente du Centre favorisant la recherche et l'innovation dans les organisations. Annie Brassard est venue échanger avec le chef du gouvernement sur ce projet de la coopération canadienne dont le but est de développer les technologies de l'information dans les établissements secondaires. On l'écoute à sa sortie d'audience. Elle s'exprime au micro de Nyarkité Da. C'est un projet d'implantation de technologies de l'information dans des écoles secondaires de Ouagadougou. Nous montrons à des jeunes avec des enseignants burkinabés à utiliser des technologies qui favorisent le développement de certaines compétences chez les élèves comme chez les enseignants à utiliser les technologies de l'information. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes au Burkina. Je voulais en discuter avec le Premier ministre pour voir un peu les suites du projet parce que nous en sommes à la phase d'évaluation de la première phase. Je suis ici pour colliger les données, d'une part, mais aussi pour voir un petit peu les suites.
Jusqu'à maintenant, il y a des résultats très positifs. J'ai rencontré les enseignants, j'ai rencontré les élèves, j'ai rencontré les directeurs de lycée. On fait le projet également au Bénin. Donc, tout le monde est très satisfait. Les élèves, les enfants trouvent qu'ils apprennent vite et bien avec ces nouvelles technologies. Les enseignants sont contents de développer de nouvelles façons, de nouvelles pratiques pédagogiques. Jusqu'à maintenant, vraiment, c'est très, très positif. Les normes de sécurité en matière de vente de carburant doivent être respectées. Pas question de tolérer les vendeurs illicites. Un contrôle a été effectué ce matin dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il a permis de saisir le carburant et le matériel des détaillants qui ne sont pas en règle. La qualité du carburant des stations en règle a également été contrôlée. Reportage Rokia Sanou. Il est 8 heures environ et déjà la journée de travail s'arrête là pour ces vendeurs de carburant. En un clin d'œil, leur pseudo-station disparaît, embarquée en entier dans le véhicule des contrôleurs. Comme cette équipe, 2 autres sillonnent simultanément les artères de Bobo-Dioulasso, l'objectif étant de débarrasser la ville des points de vente illicites de carburant. Il y a un développement anarchique de cette activité et également il y a des risques graves inhérents à la santé même des populations, parce que ça court de grands dangers pour les vies humaines, au regard justement des risques d'incendie. Il y a également le fait que les engins motorisés, nos véhicules, sont souvent dans des situations déplorables eu égard à la mauvaise qualité de ce carburant, parce que d'origine frauduleuse. En 3 heures de contrôle, plus de 700 litres de carburant et leurs supports sont saisis. Leurs propriétaires sont invités à l'inspection régionale pour payer l'amende encourue. L'amende, c'est une pénalité. Et c'est vous dire de ne plus commettre la même erreur. Et lorsque vous commettez la même erreur, vous êtes un récidiviste. Et si vous êtes un commerçant agréé, naturellement, l'administration va se donner le droit de retirer votre agrément. Les stations conventionnelles étaient également dans le collimateur des contrôleurs. Là, c'est la qualité et la quantité qui sont visées. Si c'est bon, vous allez voir des étiquettes faites dessus. Ça signifie que le volume qui est délivré par la pompe est dans les tolérances réglementaires. Donc, quand le volume n'est pas dans les tolérances réglementaires, vous allez voir des étiquettes rouges. Dans l'ensemble, cette opération est bien appréciée par les gérants de stations. C'est bien et ça permet aux clients de voir que les stations sont propres et le produit est de bonne qualité et de bon débit. Le ministère en charge du commerce multiplie ses opérations de contrôle depuis quelque temps déjà et cela se ressent sur le terrain. Nous avons observé une baisse même de la quantité de ce produit que nous saisissons. Et nous avons également, à l'issue des différentes concertations avec les acteurs, ceux qui font dans ce domaine, et réussi à les organiser quelque peu pour qu'ils puissent alors entreprendre des démarches tendant à avoir un agrément qui va leur permettre d'implanter des stations conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, le phénomène à la peau dure et le ministère entend maintenir la pression. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra le circonscrire et ainsi préserver la vie des citoyens. Où en est-on avec l'application effective de la Convention collective des journalistes et assimilés au Burkina? La question était au centre d'une rencontre entre le Conseil supérieur de la communication et ses partenaires. Des détails avec Frédéric Étienne Bassenga. Réunis ici au Conseil supérieur de la communication, ces partenaires de la mise en œuvre de la Convention collective des journalistes et assimilés ont pour tâche d'évaluer l'application de ce test qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes de médias. S'il est vrai que des acquis sont déjà perceptibles 4 ans après sa signature, il reste cependant beaucoup à faire. Des contacts que nous avons pratiquement quotidiennement avec les médias, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'intérieur du pays, il ressort qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits, aussi bien, surtout au niveau du patronat, qui a fait l'effort, par exemple, d'inscrire les travailleurs, la plupart en tout cas, à la caisse et de payer les cotisations, qui ont fait l'effort de relever les niveaux des rémunérations, au moins au SMIC, mais c'est le défaut
de son application qui constituent des insuffisances que seuls les médias et le Conseil supérieur de la communication ne peuvent pas résoudre. De cette concertation, il est attendu des suggestions et des propositions à même de booster l'application de ces tests. Au terme de cette rencontre, il sera question de la création d'un comité. Ce comité sera chargé de réfléchir sur les mécanismes de mise en place d'un cadre permanent de suivi de l'application de cette convention collective. Le marathon de Boston, la plus vieille course au monde, a été endeuillé par une série de 2 explosions qui se sont produites à quelques mètres de l'arrivée. Le bilan fait état de 3 morts et d'une centaine de blessés. Le président Barack Obama a promis de retrouver les auteurs et de les traduire en justice. Compagnie de nos programmes. Bonsoir.